Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va attaquer direct dans le dur, on va parler des cryptos. Et autant dans les jours passés, je préférais garder un peu de tempérance dans mon discours, autant là, il n'y a pas de raison de s'affoler, hein, non seulement déjà, c'est la première des choses à dire, parce que ce qui se passe faisait partie du cadre autorisé, rappel des fondamentaux, c'est pour ça évidemment qu'il y avait un buy and hold, parce que face à l'incertitude de toutes les possibilités scénaristiques auxquelles on pouvait faire face, et ben voilà, celle-là faisait partie du choix. C'est pas celle que j'avais favorisée, mais voilà, le marché fait pas toujours ce que vous voulez. Il faut simplement laisser un cadre suffisant pour pouvoir absorber la plupart des scénarios et réduire ce qu'on appelle réduire son risque. Voilà. Bon, bah face à ça, moi je trouvais ça très difficile de réduire le risque. Voilà pourquoi on avait fait buy and hold. Et surtout, voilà pourquoi en plus de ça, j'avais gardé donc la moitié du capital alloué au cas où on fasse ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on va revoir exactement ce qui se produit, dans quel cadre ça se produit et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. C'est encore une fois toujours très subjectif comme chose là, mais on va analyser les mouvements du prix, voir qui peut être responsable de ce genre de mouvement, qui trade dans ces mouvements, tout simplement, et qu'est-ce qu'on peut essayer de tirer comme avantage de ces informations, si avantage il y a. Hein. Donc hier, il y avait de dire, on était sur un support, mais on était surtout en plein milieu de la black box, que je vais donc remettre. Donc voilà, en fait, on en était là. C'était de dire, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce truc-là, c'est pour faire trader les cons. Pardonnez-moi le mot, mais c'est vraiment ça. C'était de dire, bon, bah voilà, tous les imbéciles qui vont s'amuser à trader là-dedans vont juste se faire complètement démonter, parce qu'à partir du moment où le marché enfonce ce support, c'est le néant total. Ce sera on va dire, j'ai envie de dire, une balade avec le market maker. Sauf que la différence, c'est que quand tu traites face à un mec qui est surblindé en face de ça, qui a des fonds quasi illimités et qui va faire ce qu'il veut avec la liquidité qui arrive, quoi qu'il arrive, il va gagner. Et tu as plus de chances de perdre. En tout cas, tu gagneras que si tu fais la même chose que lui. Et c'est très difficile, malheureusement, d'anticiper le travail d'un market maker aujourd'hui. Autant, il y a plusieurs années, c'était pas si compliqué non plus. Et c'était déjà pas facile. Mais là, maintenant, ça devient complètement dingue. On voit bien que de toute façon, les algos de market making aujourd'hui, ils bossent et ils sont très très doués pour eux justement retourner leur veste, mais au bon moment. Hein. Encore une fois, la différence, c'est que vous, en tant que particulier, si vous retournez votre veste tous les 15 minutes, vous allez faire n'importe quoi. Un robot, lui, il va faire que ça, en fait. Il va faire acheter, vendre, gérer son risque. Mais voilà, mais lui, il fait ça, mais il a une information que vous n'avez pas. Lui, il a accès à la liquidité pure, c'est-à-dire un carnet d'ordre complet et stop compris. Lui, il sait où se trouvent les demandes en stop. Et forcément, c'est un avantage que vous n'avez pas. Et autant vous dire que c'est comme si vous avanciez dans le brouillard alors que eux, ils ont des feux anti-brouillard et qu'ils avancent à toute vitesse. Donc on ne fait pas la compète avec un market maker, surtout quand on est dans ce type de contexte-là. C'est-à-dire un marché très... très retail. Voilà. Les actions sont très retail. C'est-à-dire que les mecs qui tradent à l'intérieur de la black box, là, c'est pas des professionnels. Hein, je vous le dis direct, c'est que du retail. Donc là, c'est retail versus market maker. Waouh, c'est le pire des contextes parce que malheureusement, tu essaies d'anticiper quoi que ce soit là-dedans. Le market maker, il va juste te démonter. Et en gros, faut pas toucher. Donc la raison de la black box, c'est ça. C'est de dire cette zone de prix, elle est très très dangereuse. Et tout simplement, ici, il y a des bornes de prix assez fortes qui font que par là, le risque commence à se limiter d'essayer de jouer contre le market maker. Et encore une fois, il faudra être conscient de ce qu'on fait. Le market maker, il risque de vendre tant que les mecs essayent d'acheter. On va décrypter ce matin, je vais vous faire vraiment un décryptage un peu long et fastidieux, mais on va rentrer dans le dur du truc. Donc là, déjà, la black box, elle revient. C'est-à-dire que hier, je vous ai dit, on a un triple signal sur un niveau. Si ce niveau tient et qu'on revient chercher la résistance, ce sera un signal d'achat. C'était en aucun cas de dire j'achète ce support. On avait bien été clair là-dessus. Et voilà, la réponse hier, elle est franche. Clôture nette, sans bavure, sous le support, démontage complet de tous ceux qui se sont attaqués à acheter. Et maintenant, on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire, je vais de nouveau masquer, ou je vais juste la déplacer pour le coup là. Voilà, je la déplace un peu. On passe en 15 minutes pour voir. Là, on ne le fait pas souvent en 15 minutes, mais là, je le fais pour rentrer dans le truc. Ok ? Regardez l'action de prix. Bon, voilà. Ça,
C'est ce que je recherchais, du rect. D'accord, le marché vient chercher le niveau et bam, tous les retails sont en panic selling. Et là, effectivement, sur un truc comme ça, on peut former des V-bottom. Parce que ça montre que c'est des choix épidermiques de stop en cascade. En gros, ça baisse, tout le monde est stoppé, et puis après, il ne se passe plus grand-chose. Le momentum se calme et on digère. Ça, c'est parfait, parce que ça, au bout d'un moment, on va faire ça, et puis au lieu de faire ça, on va faire ça et ça. Et d'un coup, ça va tout marcher. C'est bien. C'est la structure de prix que je recherche dans un rect. Ça, pas du tout. Ça, c'est du pur market making. C'est un robot qui travaille là, qui vous fait baisser les prix de façon ultra construite. Il fait quoi? Pourquoi la baisse est construite par un robot? Posez-vous la bonne question. Parce que le robot, il ne travaille pas tout seul. Il ne faut pas qu'il se tape toute la liquidité vendeuse. Il faut que la lecture soit claire. Donc on fait quoi? On construit des canaux comme ça. On identifie rapidement le canal. Ceux qui ne sont pas trop cons suivent le canal. La question, c'est quand vous faites ce jeu-là, à quel moment on s'arrête? Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que malheureusement, je vous parle d'expérience personnelle, quand vous jouez ce jeu-là, de suivre le market maker, c'est-à-dire qu'en général, quand vous identifiez ça, c'est qu'en général, vous êtes quand même déjà assez mature dans la structure, et évidemment, comme le market maker, il voit tout ce qui arrive en termes d'ordre, et que c'est un robot, il va réagir beaucoup plus vite que vous, c'est-à-dire que quand la structure est identifiée, probablement vous avez tout un tas d'imbéciles qui se mettent à vendre là, et le market maker fait quoi? Non, du coup, j'ai plus besoin de vendre, je vends pas. Donc je fais quoi? Je vais faire ça, et puis je vais attendre que des mecs rachètent, et quand là, évidemment, on arrive ici, ça casse la résistance, les couillons achètent, et le market maker revend. Donc il faut faire attention, c'est très piégeux, et quoi qu'il arrive, le market maker prendra toujours les meilleures décisions. Le problème, c'est qu'elles sont très difficiles à anticiper, parce que la plupart du temps, il y a cette tendance à dire que quand vous prenez une décision, il y en a beaucoup d'autres qui font la même, et du coup, le market maker va faire l'opposé. c'est la beauté du geste, je trouve. C'est que quoi qu'il arrive, ici, les probabilités de vous faire niquer sont énormes, les probabilités de faire un gain sont infimes. En plus de ça, on traite des prix complètement inintéressants. Et ce que je vois là, c'est que donc prix inintéressant, black box, cassure de support majeur et market making. Waouh, si vous vous amusez à acheter là-dedans, je vous dis, vous êtes mort. Donc, on ne joue pas ce jeu-là, on attend clairement l'arrivée dans la zone technique, c'est-à-dire on n'achète pas à 3990, parce que Phil a dit qu'il achèterait sous 4000. On attend non seulement que le market maker se soit complètement épuisé et qu'il soit forcé de se racheter, et alors, avant, je vais continuer dans les arguments avant d'aller aux conclusions. Donc voilà, ça, typiquement, une action de prix de type market making, c'est-à-dire, ça ressemble typiquement au genre de canaux que vous avez pu voir sur le dollar, sur l'euro. Quand tout simplement, une devise veut se déplacer d'un point A à un point B, elle est ce qu'on appelle market maker, elle est pilotée par un market maker qui va l'amener de ce point A à un point B. Mais ça montre une volonté directionnelle du market maker, du faiseur de prix. Le faiseur de prix, quoi qu'il arrive, il aura toujours raison. Il a de la liquidité que vous n'avez clairement pas, et il a des informations que vous n'avez pas. S'il a décidé qu'il allait du point A au point B, tant qu'il n'est pas arrivé au point B, il vous baisera la gueule si vous essayez d'acheter plus haut. C'est aussi con que ça. Et il vous tendra la main, il vous tendra des pièges pour évidemment que vous vous fassiez niquer comme un imbécile dans la bonne vieille lessiveuse qui va construire. Voilà. Puisque de toute façon, il va gérer le risque pour amener le marché du point A à un point B en injectant de la liquidité, parce qu'il faut pousser le marché, mais en attendant, il va essayer de gérer son risque. L'algo n'est pas stupide. Voilà, il ne va pas juste dire « Ok, je suis programmé point A, point B, je trace un canal et je vends tout ». Non, je vais gérer mon risque pour qu'il y ait des mecs qui vendent avec moi, mais en attendant que j'initie les mouvements à des points clés pour... Voilà, c'est ça, c'est injecter au bon moment, précisément, pour créer un rapport de force déséquilibré qui pousse les prix vers le bas. Bref, donc action de prix typique d'un market maker, donc là on ne fait pas le malin là-dedans. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y avait qui m'inquiétait? Oui, alors voilà, on va les reprendre. Donc les short vs long Bitfinex, voilà, alors on va les remettre en 2 heures. Voilà, je pense que ça parle très très bien. Il se passe quoi? Ça baisse, les mecs achètent. Forcément, il se passe quoi? Ça continue de baisser. Donc, c'est parfait. Les mecs se leverage à l'achat, qui continue. C'est très mauvais signe pour la suite, mais voilà, en l'état. Donc moi je vois bien l'action de market making, plus ça baisse, plus les particuliers se leverage. Donc ça c'est le pourcentage de position leveragée en fait. Là c'est les mecs, ils sont tous en levier, ils sont tous en margin. Bon c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer de chercher leur stop. Donc là on est vraiment dans le contexte, on a tous les éléments aujourd'hui du contexte qui est
Malheureusement, pas celui que j'avais favorisé, qui était traversée du désert. Mais là, on est dans le contexte du rect. C'est-à-dire que là, ça baisse, les mecs s'acharnent, ils continuent d'acheter et de penser que les prix sont attractifs. Ils se surinvestissent, ils se surleveragent, ils vont se faire complètement virer du marché, c'est-à-dire zéro. Ils vont partir avec sur le compte. Et tant que le market maker n'aura pas viré tout le monde, eh bien, tout simplement, ça continuera de baisser. Donc, on n'est pas dans un marché technique, on est dans un marché qui va chercher une psychologie qui est tout simplement l'anéantissement complet des vendeurs, des acheteurs. C'est-à-dire que là, tu achètes, le marché ira aussi bas qu'il faut pour te sortir. Quelle est la seule posture face à ça? Buy and fucking hold. Si tu bouges là, le market maker ne va pas vendre pendant 2 ans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Au bout d'un moment, il va se racheter, et quand il va se racheter dans un marché où il n'y a pas de vendeurs, forcément, ça va remonter fort. Maintenant, pour l'instant, moi, tout ça, ça m'invite à penser qu'effectivement, le market making de ce marché, c'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est clairement pas une mauvaise nouvelle. Moi, ça va m'offrir de très bons prix, je pense, mais attention, je vais être très exigeant sur les achats. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, je ne vais pas m'amuser à acheter la zone haute. Je pense qu'on ira plus bas que 3008. C'est plutôt vers les 3004, 3002 que je vais essayer de chercher quelque chose, voire même en dessous. Parce que comme c'est market maker, je sais que cette zone-là, on la voit tous. Je sais qu'ici, il va y avoir beaucoup de demandes acheteuses, et le market maker va faire quoi? Il va tirer tout à travers la zone jusqu'à ce que plus personne n'achète. Parce qu'il faut que vous compreniez, le market maker, il faut qu'il se rachète. Donc il va falloir qu'il achète. Il ne va pas acheter là où les autres achètent. Le market maker, il va acheter les pertes. Donc il achètera quand les gens vendent, pas vendent à découvert, les gens vendent parce qu'ils n'ont pas le choix, le margin call. Donc il va baisser jusqu'à ce qu'il trouve une zone où il y a beaucoup de margin call, peu d'acheteurs, et là évidemment il va exécuter tous ses ordres d'achat et le marché va repartir très violemment dans l'autre sens, normalement. Voilà en tout cas moi la stratégie que je vais adopter dans les prochains jours. La baisse me semble pas complètement débile, elle me semble même bien construite. C'est-à-dire typique d'une vague 1 bien épidermique, la vague 3 étendue. Moi, je dirais attendre qu'il y ait un petit rebond et la vague suivante, pour moi, sera la bonne. Donc, je dirais attention. Et la dernière doit être vraiment épidermique. C'est-à-dire, on vient là, on rebondit un peu et boum, boum. Voilà. Il faudrait que ce soit un schéma comme ça. Voilà. C'est cette action de prix-là que je veux voir, pas celle-là. Ça, c'est une action de prix pilotée, c'est la plus dangereuse qui puisse exister. Ça, c'est l'action de prix du rect. Voilà. Ça veut dire, hop, bam, 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 je vends, et là, le market maker achète tout ce qui traîne, et derrière, le marché repartira. Là, on n'est pas reparti, pourtant, on était sur un niveau technique. Ça montre qu'il y a une volonté tendancielle de pousser les prix plus bas, et du coup, le market maker s'en charge. Autre chose qui plaide en faveur de ça, hop, si on prend le BTC futur, les volumes d'échange sont absolument hors normes. Ok, on va se mettre en hebdo, vous le verrez mieux comme ça. Alors, on va le mettre en daily, c'est bien. Alors hebdo d'abord, voilà, regardez, donc hebdo sur une semaine qui n'est pas finie. Voilà, on est déjà sur un bon gros volume, et rassurez-vous, on n'est que mardi. Voilà, donc mardi, on est déjà sur un volume qui est, mis à part quelques semaines là, et regardez la dernière fois, c'était où? Ils ont fait quoi? Volume sous une résistance. C'est-à-dire que le volume a simplement vendu la résistance la dernière fois. Maintenant, il est en train de vendre à travers le support. Tout simplement, il se passe quoi? C'est là que vont trader les vendeurs à découvert. Ils vendent du Bitcoin à découvert. Voilà, tout simplement. Et là, pour le coup, le futur, il est complètement orienté à la vente. Tout le volume s'exprime à la vente. Regardez-moi ça. Hop, là, du volume, boum, 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 on repart au sud. Allez, hop, c'est parti. Hausse de volume, sous une résistance, boum, ça repart. Hop, hausse de volume ici pour bloquer les prix, et ça repart au sud. Hop, ici, volume à travers le support, terminé. Voilà. Pour moi, c'est scellé, c'est pas compliqué. Le futur, depuis son ouverture, n'a servi qu'à vendre des bitcoins. Il n'y a que des bitcoins vendus à découvert sur le futur. Maintenant, au bout d'un moment, des ventes à découvert, avec une échéance, il faut les racheter. C'est-à-dire que malheureusement, là, tous ceux qui vendent ici, qui alimentent les ventes à découvert, 4004, il faut que dans un mois, on soit plus bas que 4004, ce qui me semble impossible. Ce qui veut donc dire que les ventes à découvert qui sont injectées maintenant vont devoir être rachetées. Ce sont des promesses d'achat, les ventes à découvert. Ça veut simplement dire, ok, certes, je vends et je rachèterai plus tard à meilleur compte pour profiter donc du coup d'une baisse des prix. Soit, quoi qu'il en soit, moi tout ce que je vois, c'est que on va sortir des traders stupides, particuliers, leveragés, tout ce qu'il faut. Et évidemment, la smart money va devoir acheter, puisqu'elle s'y engage, puisqu'elle est probablement en train de vendre à découvert. Donc,
c'est plutôt pas trop mauvais signe pour les hausses. Simplement, la structure de fin de crack sera différente de ce qu'elle était, de ce que j'imaginais, dans le sens où, en fait, effectivement, on a écrabouillé la liquidité. Ça laissait suggérer que normalement, on allait plutôt retrouver de la petite volatilité et pas d'un coup un gros rect. Bon, il se trouve que là, c'est comme ça. Voilà. J'avais été clair avec vous. Le choix de la structure de baisse dépendait encore une fois d'une chose, de ce que faisaient les gens. C'est-à-dire, ça dépendait de la structure de la liquidité. Les robots avaient un choix à faire. Soit ils restauraient doucement un petit sentiment volatile pour instiguer une tendance haussière, soit il y avait trop d'acheteurs sur cette zone-là, et tout simplement, vous dites, le market maker fera toujours l'opposé de ce que sont en train de faire les demandes de liquidité. Il a tellement de pognon à exécuter, le market maker, que s'il veut acheter, il faut qu'il y ait des vendeurs. C'est aussi simple que ça, en fait, la mécanique de prix. C'est de comprendre que il faut bien qu'il y ait des cons pour qu'un market maker ait des bons prix. Et quand il ne trouve pas de cons, il va les piéger. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, pas de volatilité, certes, mais apparemment, le market maker n'arrivait pas à y trouver son compte. Il vient donc recter tous ses acheteurs, probablement parce qu'il a dû voir qu'ici, des mecs commençaient à se leverager, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des stratégies buy and hold normales, ici, je pense qu'on n'a pas eu des institutionnels, mais plutôt des particuliers qui ont fait quoi? Buy and hold, buy and hold, buy and hold, buy and hold. Non, parce qu'au final, tu es buy and hold avec un levier, ce qui fait que tu n'es pas buy and hold. Et du coup, quand le market maker voit ça, il se dit, chouette, j'ai 80% de mes clients qui sont leveragés, c'est parti, on va baisser, et puis je vais aller acheter leur vente. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous dis, on ira aussi bas qu'il sera nécessaire d'aller. Alors évidemment, comme les gens qui ont acheté là sont encore en train d'acheter, hein, c'est les mêmes imbéciles qui achetaient ici avec levier qui sont en train de renforcer les positions aujourd'hui sur les différents supports et différentes divergences de RSI et autres conneries du genre qu'ils peuvent bien trouver comme raison pour appuyer sur le bouton. Donc, sur levier, ils augmentent les positions, donc ils augmentent également le prix auquel ils vont se faire sortir. Hein. C'est-à-dire que le margin call, lui, plus ils achètent, plus le margin call commence à remonter et se rapprocher des prix actuels. Donc c'est très bien, plus les particuliers achètent, moins on aura besoin de baisser. Mais pour l'instant, il faut laisser faire absolument cette structure de prix, ne pas chercher à avoir le bottom. Voilà, hier, c'est le plus gros volume jamais exécuté sur les futurs. Point barre. Pas besoin d'en dire plus. Allez, on continue. Donc, Ethereum, même chose. Hein, là, on glisse à travers le support. On arrive sur les supports majeurs, là, donc proche des 130. On les casse. Alors, il faudrait que j'aille chercher un Ether un peu plus long. Hop. Qu'on avait dit, c'est Kraken le plus long. Voilà. Donc là, voilà, on arrive sur Kraken. Donc, cassure de ce support, ça, c'est évident. Donc là, on est en train de racler les stops sous les 134 de l'Ether. Et maintenant, c'est un peu le Néandertal. C'est-à-dire que là, hop, pardon, c'est pas ça que je veux. C'est ça. On va baisser, regardez le volume profile. Alors je vais l'agrandir volontairement parce que je n'y vois que chi. On va mettre 25 ou 40. Voilà. Hop. Plus que ça, on va mettre 100. Voilà. Parce que je veux voir vraiment dans le creux là. Voilà. Donc vous voyez cette zone là, c'est là où probablement on va passer mais s'arrêter. Donc je dirais peut-être passer sous 100 $ pour l'Ether, histoire de marquer les esprits, hein, ça va dire « Oh mon Dieu, l'Ether à 100 $, c'est le catastrophe et compagnie ». Évidemment, ça fait chier, moi je les ai payés à 220, donc bon, effectivement, à 100, ça aurait été quand même un peu plus sympa comme prix, mais on s'en fout. Voilà, il faut bien que vous compreniez, dans ces structures de crack, V-bottom, ce qu'on recherche, c'est pas le prix tout en bas pour se branler la nouille et avoir l'air plus malin que les autres derrière, à dire ah, j'ai acheté l'Ethereum à 99 en 2018, et voilà, pensez intelligent. Voilà, on va faire simple. Regardez, vous revenez ici, vous dites ok, alors les mecs qui avaient acheté l'Ethereum ici, tac. Alors on va effacer tout ça, hein, voilà. Vous dites, le mec qui a acheté l'Ethereum là, waouh, putain, trop fort, et 0,44, lui, il peut se la branler dans sa Lambo et faire le gros mariole sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, il est trop intelligent, le mec. Si tu as payé à l'époque 0,72, c'est-à-dire pratiquement 2 fois le prix, hein, voilà, on va dire que tu avais acheté 0,72, waouh, le mec qui fait le mariole dans les réseaux, il a acheté 0,44, trop balèze, le bottom. Bon, déjà d'une, s'il a fait ça, c'est qu'il a probablement fait d'autres achats avant, et donc il a probablement pris des positions un peu dangereuses. Mais est-ce que, sincèrement, en ayant acheté à 0,72, tu as fait un mauvais choix technique ?
Voilà, bah non. Si on est bien en train de former un creux, qu'est-ce que t'en as à branler d'avoir acheté 260 au lieu de 100 qui est le bottom et qui est donc le Saint Graal qu'il fallait absolument décrocher? On s'en fout. Voilà, moi je m'en branle. C'est pareil, c'est buy and hold, c'est comme le Bitcoin. Tant que j'ai un prix pas trop dégueu et que ça remonte derrière, le reste, c'est pour faire parler les cons. Pardon d'utiliser un langage un peu cru, mais c'est vraiment ça. La réalité, c'est que ceux qui parlent sur les réseaux sont souvent les plus mauvais traders qui existent. Alors des fois, ils ont des bons prix, c'est cool, mais combien d'erreurs ont-ils commis pour atteindre cet objectif-là? Voilà, moi je pense qu'honnêtement, les buy and hold n'ont pas à être remis en question. Les structures de prix que je vois sont bien et correspondent plutôt bien à des structures de fin de crack, c'est-à-dire qu'on recte tous ceux qui sont en levier et derrière on aura un marché beaucoup plus sain sans les retails et là c'est parfait. Voilà. Donc, ça faisait partie des scénarios. L'Ether, malheureusement, est donc en train de finir. C'est-à-dire que la structure de prix, ce n'était pas celle que je pensais. C'est bien 1, 2, 3, 4 et 5, et non pas 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est bien installé sous le support avec des clôtures. Donc, on est bien dans une dernière impulsion baissière. C'est la troisième d'une deuxième vague de baisse. C'est simplement que moi, en achetant ici, je pensais que la structure de conso ici était suffisante pour une vague 4. Apparemment, ce n'est pas le cas. On était dans une sous 4 ici, de la 3. Tout simplement, voilà, pour moi, ce marché est bien en fin de structure vendeuse, mais je ne m'amuse pas à renforcer, tout simplement parce que ça ne sert à rien. C'est pas grave, en fait, d'avoir acheté ici. On y reviendra, et si le marché est haussier, on retracera au moins 61% des deux vagues de baisse. Ça nous ramène par là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... je trouve ça fou, en fait, de jouer le petit tatillon, et à ce niveau-là, en fait, de ne regarder que les pourcentages de baisse et de vous mettre à flipper complet. Pourquoi? Et on en avait parlé l'autre jour, et je terminerai donc mon argument là-dessus. Quand on fait une vente à découvert d'un crack, le problème, c'est que, d'une bulle, le problème, c'est que face à une bulle, il n'y a pas de limite. D'accord? La limite de prix à la hausse, c'est l'infini. Par contre, la limite de prix à la baisse, c'est 0. Ce qui fait qu'en buy and hold, vous savez dès le début quelle est la perte maximale. C'est un confort absolument fantastique comparé à la vente de la bulle. Moi, je préfère 100 fois acheter un crack que vendre une bulle. Parce que vendre une bulle, vous pouvez vous faire démonter une fois, deux fois, mais vous êtes obligé de sortir parce qu'il y a cette incertitude constante du prix auquel peut aller l'action, ou peu importe ce que vous faites, et que tout simplement, vous ne pouvez pas maintenir une gestion du risque de type buy and hold, c'est-à-dire en gros, je m'en fous de savoir jusqu'où on va, tout ce qui m'importe, c'est qu'on repasse en dessous des prix d'entrée. Ça, vous ne pouvez pas faire ça avec une vente à découvert. Par contre, à l'achat, oui. Puisqu'il se passe quoi? Voilà, je vous dis, les bitcoins, soit ils vaudront jamais que dalle, et en gros, vous aurez des BTC sur un ledger, enfin sur un wallet, et puis tout simplement, ils vaudront que chi, parce que ça ne s'échangera plus, et puis voilà. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est limite, ce sera un trophée de guerre, quoi. Voilà, ce sera. Vous direz, hey, j'ai des bitcoins, j'en ai encore. Mais il faut le prendre avec le fun, quoi. Voilà, moi, honnêtement, tout mon investissement n'est pas basé sur des bitcoins aujourd'hui, mais très très loin, et je m'en cogne comme de l'an 40 si ça va à zéro. Donc je pense que c'est cette stratégie-là qu'il faut adopter. Toute chose qui va dévier de ça n'est pas compatible avec l'esprit actuel du marché, qui est tout simplement que là, on va aller aussi bas qu'il faut pour faire douter tous ceux qui font n'importe quoi et qui ont le potentiel de douter. Donc à partir de là, moi je vous dis, l'Ether c'est quoi le bottom? 50, 40, 100, comme on a vu, on passe légèrement sous les 100. Je n'en ai strictement rien à foutre. Tout ce qui m'importe, c'est que une fois qu'on aura fini ces phases de purge pour faire parler les imbéciles et pour recte ceux qui sont assez bêtes pour vendre sur des supports, et tout simplement, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on repasse au-dessus de ces zones-là. Quand on va remonter 240, ce sera très probablement pas une résistance. Donc derrière, moi, je vois bien qu'on va, nous imagine bien remonter. Voilà, premier niveau de retracement là actuellement, c'est 468. C'est 23% de retracement de la phase de baisse. Autant vous dire que là, une fois qu'on a terminé les cracks, on va aller se positionner là et rapidos, puisque là, maintenant qu'on ne fait pas la fin en traversée du désert, ce qui veut dire que la remontée va être aussi brutale que la baisse. Hein. Donc c'est V-shape, et on va probablement casser de la résistance immédiatement, c'est-à-dire boum, boum, boum. Moi, je pense que c'est direction la zone des 330, 340, là, au-dessus de cette zone-là. On travaille un peu, on pull back, et ensuite c'est 500. Donc c'est toujours le même schéma, mais on va limite même y aller encore plus vite, puisque là, on est en train d'assécher complètement la liquidité vendeuse. En gros, les derniers vendeurs, là, sont en train de jouer leur dernier coup. Derrière, il n'y aura plus de vendeurs du tout.
Donc ça va remonter quand même assez fort. En tout cas, moi, c'est le schéma que j'ai en tête si ce marché doit remonter. Voilà, maintenant, si personne n'achète jamais ces trucs-là, voilà, tout simplement, ça continuera de chuter jusqu'à ce que ça vaille plus rien du tout. Mais en attendant, si vous rappuyez une seule fois sur le bouton, vous faites plus du buy and hold. On avait dit quoi au début ? On met une portion de son capital, marginal, 5, 10% maxi, 15% pour ceux qui sont ultra chauds, et c'est déjà franchement borderline. Et on ne rajoutera jamais rien sur la position. On ne fait pas de renfort sur un buy and hold. Que dalle. Tant que le prix ne valide pas, c'est-à-dire tant que le bottom n'est pas clairement là et que vous ne pouvez pas placer un stop loss, on ne peut pas faire plus que ça. Moi, j'ai tenté sur l'Ethereum parce que je pensais la structure de prix mature et je m'attendais du coup à un gros décollage comme sur Ripple. Ça n'a pas été le cas. C'est pas grave. Je me suis fait stopper le scénario spéculatif. Ça faisait partie du jeu. Et voilà, j'en ai gardé une partie, j'en ai sorti que 50% d'ailleurs. Il m'en reste encore du scénario spéculatif. Venir chercher la zone des 130, on était bien d'accord, ça faisait partie du scénario. Donc là, on est sur une zone où, déjà d'une, j'ai pas du tout envie de revendre tous mes Ethers, bien au contraire, et je garde une partie donc du trade spéculatif. Parce qu'on est sur des leviers très faibles, et que sur ces zones de prix, pour moi, ce sont des zones à acheter, mais je ne veux pas acheter. D'accord ? Ce sont des zones de... Voilà, donc je ne vais pas vendre dans une zone d'achat. Moi, ça ne me correspond pas, ce n'est pas comme ça que je fais. Par contre, on a cassé un support, il fallait obligatoirement réduire l'exposition. Ça, c'était clair et net. Voilà. Fini sur les cryptos, donc désolé 25 minutes d'intro aujourd'hui, mais je pense qu'il est nécessaire encore et toujours de rappeler toutes les règles des stratégies à adopter face à ce type de marché et qu'il faut surtout pas vous laisser aller au doute et des trucs du genre. Si vous avez respecté les règles jusque-là, faites-vous pénitence, vous n'obtiendrez le gain qu'avec la structure qui va avec. C'est-à-dire que si vous déviez à quelque moment que ce soit de la stratégie, que vous souffrez, vous dites allez bon c'est bon j'ai assez souffert, je revends, ou tout simplement ah non mais ces prix sont trop attractifs, j'achète. Voilà, ça c'est les deux choses que vous allez forcément avoir envie de faire et qu'il faudra surtout pas faire pour les raisons que je vous explique donc depuis tout à l'heure. On continue. Donc, tiens d'ailleurs ça essaie de surprendre, on va regarder si là le boulot n'est pas fini pour aujourd'hui. Ça en a plutôt l'air. Voilà. Bon, donc pour aujourd'hui, support cassé, le boulot est fait, plus personne ne vend. Donc on est probablement là en train de terminer la vague 3. Voilà, Bitcoin fait la même chose. Donc l'excès baissier, donc on trace le canal, boum, on accélère. Ici, on fait rentrer les couillons à l'achat, on remet une dose. Et là, pour moi, c'est plutôt mature. Donc je pense que là, on a terminé cette vague de baisse-là. Et donc normalement, là, on est parti pour consolider pendant quelques jours. Ne m'achetez pas ce bottom. Si vous vous dites, allez, chouette, maintenant on a trouvé le creux. Non, 4004, c'est toujours en plein milieu de la black box. On est probablement en train de faire une vague 4, c'est-à-dire un truc comme ça, là, qui va retracer peut-être un peu, faire mumuse. On a la sous-vague 4 ici, donc normalement, la 4 ici, majeure, revient dans le domaine de la sous-4. Donc attendez-vous peut-être à ce qu'on revienne tester les 5000, mais c'est tout. Et ne vous dites pas, mais du coup, 4006, 5000, j'ai un gain à faire, donc je le fais. Non, tendance baissière, là on ne fait pas de contre-tendance dans un marché market maker. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On ne fait pas mumuse quand on joue contre le market maker, parce que lui, la technicité, il n'en a rien à branler. Lui, il ne regarde pas son RSI 14 et son machin. Lui, il regarde comment le carnet d'ordre se positionne. Est-ce que les gens achètent, vendent, est-ce qu'il y a de la demande acheteuse, demande vendeuse, et il va simplement jouer l'intermédiaire là-dedans et forcer la liquidité à aller là où il y a des zones de demande. C'est tout simplement ça que fait le market maker. Voilà. Donc jouez pas contre lui, ne jouez même pas du tout, puisque là c'est lui qui maîtrise le jeu, et voilà, c'est une partie de poker, mais lui il voit toutes les cartes sur la table, donc forcément, ne vous étonnez pas qu'il gagne. Alors forcément, quand il a une main de merde, il va se coucher, mais la plupart du temps il va juste vous coucher et faire ce qu'il faut pour vous mettre hors jeu. Voilà. Allez, on en a terminé avec ça. Allez, on part sur les marchés classiques. Je regarde rapido si on a des choses à faire, puis on va faire un peu d'intraday, parce que c'est ouf, fuck. Allez, AUDNZD, on retourne au support. Putain, ils ont peur de rien, je te jure. Ok, alors je sais pas ce qu'on fout là, encore une fois, mais c'est pas vraiment bon signe. Donc on pète une dernière fois des supports, histoire d'emmerder le monde. Pourtant, pour moi, on est sur un niveau où on ne devrait pas vraiment retrouver beaucoup de vendeurs. Donc, je serais curieux de voir à quoi va ressembler la clôture aujourd'hui. Parce que là, on est quand même posé sur un gros Fibo. Et on va voir en hebdo s'il y a quelque chose par là. Mais je ne vois pas l'intérêt de casser le plus bas hebdomadaire. Mais bon, ainsi soit-il. Donc, toujours survendu en hebdo. Et patience, mais
Oh là là, c'est vrai que c'est pas un marché facile à piloter, hein, franchement. La UDNZD, il nous aura cassé les couilles jusqu'au bout, celui-là. Mais alors, quand il va payer, nom de Dieu. Alors, moi, je dirais, voilà, attendre ça, c'est-à-dire attendre au moins pour... c'est-à-dire, je renforcerai la UDNZD. De toute façon, je vous avais dit, hein, je ne renforce que lorsque, déjà, on validera ce truc-là. Je ne m'amuse pas à payer à l'aveugle. Alors, soit ça, c'est un pullback bas de range, et dans ce cas-là, on constitue ce range pendant quelques jours, et boum, un peu comme on avait fait là, hein, voilà. C'est-à-dire, hop, ça tape, puis là, bam, on essaye de passer, ça passe pas, et justement, après, c'est là où on décolle. Donc, moi, je dirais oui, ça me paraît pas mal comme structure acheteuse, mais voilà, je vais attendre. C'est-à-dire que comme j'ai déjà du levier là-dedans, je ne vais pas m'amuser à renforcer à l'aveugle juste parce qu'on est proche d'un support. Je vais attendre ça. Alors voilà, hop. Donc en fait, c'est le canal du T local. Hein. Donc voilà, je pense qu'il va petit à petit se rabaisser. C'est quand on va le casser par le haut, je pense, que je pourrais valider bien ce range comme étant une structure de bottom validée. Donc patience sur la UDNZD, sur la partie swing. Je pense que c'est encore un peu trop brûlant. L'eurodoll, ça tergiverse, mais on s'en fout. Là, vous voyez, hop, justement, le petit canal a été cassé. Donc je pense qu'on peut valider ce bottom maintenant. Ça ne m'étonnerait pas qu'on y revienne le tester. Hein. C'est-à-dire, hop, vous voyez qu'on échoue un dernier coup pour casser les burnes à tout le monde. C'est-à-dire, on n'arrive pas à casser le sommet. Ici, on rechute et boum, derrière, on y va bien comme il faut. C'est un range. Donc, dans un range, je ne serais pas surpris qu'on fasse ça derrière, vous voyez. Et là, derrière, grosse vague d'achat, plus personne ne vend, on revient à la médiane du range et on revient chercher un 18. Ça ne me surprendrait pas du tout, voilà, qu'on revienne en fait revalider une dernière fois le support ici des 1,13, revenir le tester en tant que support, faire le plein. C'est-à-dire en fait, vous prenez cette ligne, elle va remonter comme ça, boum, quand on revient pratiquement au contact, hop, achat avec un stop sous les 1,11. Par contre, si ça revient péter 1,11, là pour le coup, c'est un peu plus dangereux. Voilà. Je dirais qu'il faudra mettre un stop sous le 61 de Fibo, donc je dirais un stop à 1,1150 ou un truc comme ça, mais ici il y aura de très beaux achats en suivi de tendance à faire. C'est-à-dire moi j'ai appris mes achats spéculatifs, je serais prêt à passer un peu plus, à renforcer un peu mes convictions. On va remettre d'ailleurs pourquoi je les ai enlevés ces conneries là. C'était Buy, je crois, non, c'était Boule Info, je sais plus, putain. Non. Bon, donc là, on est plutôt sur du... Ah non, de Dieu. Voilà. Toi, tu dégages. Ok. C'est pas grave. Donc là, on est plutôt sur du 2 sur 5 pour l'instant. Je recherche toujours des achats sur ce marché, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, pour moi, on est plutôt là-dessus, sur du 2 sur 5. Mais voilà, ici, en cas de pullback, je serais prêt à augmenter mon exposition, passer à 3 sur 5, mais avec un stop loss cette fois. C'est-à-dire avec un stop clair et plus sur des scénarios spéculatifs où le stop est maintenu lointain pour qu'il ne soit pas à disponibilité, justement, d'un éventuel market making. L'euro-yen, du coup, j'aimerais bien qu'il se casse bien la gueule, lui, mais le petit repli de l'euro plus un yen fort, ce serait parfait pour déclencher tout ce merdier. Pour l'instant, le yen reste un petit peu sous contrôle, c'est-à-dire un peu maîtrisé, mais quand même, voilà, la réactivation, elle a été claire. Hein. Je vous avais donné cette belle zone d'achat, ça n'a pas tardé à répondre, ça a bien répondu comme il faut. Donc là, bien propre hein, comme truc. Et le dollar, bah forcément, qui récupère un peu son jeu au niveau de l'euro. Voilà, hop, on vient chercher le petit canal, on rebondit un petit coup et on le casse et ce sera parfait. Donc normalement, le dollar, là, on va rentrer en validation derrière une fois que ce truc-là va sauter. Le prochain objectif sera donc de venir chercher celui-là, de le faire sauter également et à terme, on viendra chercher le canal majeur où là, ici, il faudra terminer les ventes dollars, mais là on parle de quelque chose qui mettra plus de temps que ça à arriver. Donc voilà, pour moi, d'un point de vue swing, on reste dans le cadre de ce qui était anticipé et on va aller faire un peu d'intraday. Allez, c'est parti. Hop. Donc déjà, catalyseur du matin, on va regarder ce qu'il y a. Ok, bon, c'est pas la folie. Donc on a passé tous les chiffres allemands là à 8 heures. Et ce matin, ok, c'est moche, ça vend même pas qu'un peu. Voilà, d'accord. Donc là, ça casse, on accélère à la baisse. Donc Daxu, il est juste pas content. Est-ce qu'on va casser ce support? J'ai plutôt tendance à dire que oui. Et de toute façon, on attaque avec un gap baissier. J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison là de jouer des achats face à ce truc-là. Maintenant, est-ce que c'est pas juste un piège? Moi, je pense qu'on range. Le range, le problème, c'est qu'il a des structures variées. Je ne pense pas que ça, ce soit une consolidation terminée. Ça, ça a plutôt une tronche d'impulsion. Donc attention à ne pas vous faire baiser la gueule. Hein. Moi, de ce que je vois là, c'est plutôt hop, hop, hop.
d'accord, et hop, hein, voilà. Donc faites attention, moi je m'amuserai pas à être vendeur agressif là-dedans, tout simplement parce que ça pue le range, et que je vais pas acheter là, parce que ça me paraît très agressif d'acheter, mais je ne vendrai pas ce support en l'état. Parce que tout simplement, je pense qu'on est en train de faire juste un bon gros, une bonne grosse consolidation. Par contre, j'aimerais bien qu'on s'arrête là et pas qu'on essaye d'aller plus bas. Parce que, quoique si, en fait. Je ne l'avais pas vu, mais si on le voit sous cet angle-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que le cash est souvent intéressant à voir, parce que c'est là où se trouve la vraie action de prix. En fait, on voit bien une impulsion là. Hop, vous voyez, je n'avais pas vu la petite vente et la revente. Il y a bien eu deux vagues ici impulsives. Il y a eu deux swing vendeurs dans cette vague. C'est bien deux vagues. Tout comme ici, on en a 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et il en reste probablement une. Là, ça fait 1, 2, 3, 4. Là, le petit rebond ici. Pour moi, ici, on est en train de faire une dernière vague. C'est-à-dire, le schéma, vraiment, c'est ça. Hein. Si on compte toutes les sous-vagues, hein, d'accord ? Ça fait tac, 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 tac. Voilà, on voit bien cette structure. Ça reste donc pour moi du range. Hein. À chaque fois, on retrace 61 à 76% des vagues. Donc attention, hein, ça, c'est pas un signal de tendance. Même si la dernière vague ici, elle fait flipper tout le monde. Je pense pas qu'on soit franchement en mode cataclysme boursier imminent, mais plutôt tenue de support et pourquoi pas Wall Street qui vient éteindre l'incendie au dernier moment. Donc faites attention parce que techniquement dans ce schéma-là, ce qui reste, si on est bien dans une conso de type flat, c'est qu'on s'arrête au niveau du point A, d'accord, ABC, un ABC, en gros, c'est un WXY, mais ça reste une structure de conso, donc ça fait 3, 3, 5 normalement. Et dans le 5, on revient chercher au niveau d'ici. Donc ça ferait théoriquement 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière, on rebaisse. C'est-à-dire, en gros, on est là, tu es sur le support, tu vends un support, tu fais quoi ? Tu vas te faire wrong foot, tu vas te faire démonter. C'est-à-dire que là, on casse le canal, tu te dis, waouh, du coup, c'est super bear et compagnie, on y va, ça casse des culs, le marché est baissier, et tu fais quoi ? Tu vends un support, et non, au revoir. Hop, on remonte, on vient chercher la résistance. Je rappelle que les ventes, ça se fait sous résistance, et je pense surtout que cette vague-là, qui est baissière, je pense qu'on va la couper. Donc pour moi, dans cette structure de baisse, il est normal qu'ici, à ce stade-là, on crée une vague 4. Je pense qu'il reste une vague baissière, hein, je vous le maintiens. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Je vous rappelle qu'il reste des gaps à venir clôturer ici sur le DAX. Mais est-ce qu'on est mature pour le faire ? Pour moi, la réponse est non. Dans le sens où on fait vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la vague 5, on va la faire. Je pense qu'on ira chercher ce Fibo-là, donc les 10 005. Je pense que c'est ça l'objectif. Maintenant, est-ce qu'on est mature là pour y aller ? Pour moi, la réponse c'est non. Maintenant, je ne m'amuserai pas non plus à acheter le support. Mais ce qui est clair, c'est que quitte à vendre le DAX, je préfère le vendre par là et essayer de jouer la petite tendance haussière, mais je ne vais pas acheter agressif le support. Voilà. Mais je note qu'on est sur ce support, c'est clair, c'est net. Et attention, hein, on peut très bien ici être simplement dans une sous 4. Dans ce cas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Et il restera dans ce cas-là 2 vagues de baisse à faire. Ok ? C'est un autre schéma qu'on pourrait suivre. Pour l'instant, moi, je ne sais pas lequel des deux est à privilégier par le market maker. Tout ce que je vois, c'est que pour l'instant, on sort plutôt des canals par le bas avec des gaps. Mais attention, pour moi, quand on est dans un range et que je vois des gaps, tant qu'on ne casse pas le support, il ne faut pas vous amuser à anticiper ça. Voilà. Ce n'est pas parce que ça a l'air très bear que ça l'est forcément. Voilà. On est venu gaper sur le Fibo, il peut très bien. On fait la petite mèche le matin sur la session européenne parce qu'on a peur, il y a peut-être des petits catalyseurs italiens ou Dieu sait quoi là ce matin. Et boum, d'un coup le market maker rachète tout le merdier, c'est terminé, on retourne dans la zone haute du range. Évidemment, tous ceux qui ont vendu en bas se sont bien fait baiser et ils vont faire quoi ? Forcément, ils vont se racheter en haut. Hein. Donc c'est la bonne vieille classique, j'ai envie de dire, du mec qui fait n'importe quoi. Donc Daxou ce matin, vraiment en intraday, là on va aller voir en plus court terme. Donc en 15 minutes, quel est le contexte, quel est le cadre, essayer de voir si je peux trouver une zone de prix dans laquelle je chercherai éventuellement des petits achats, mais ultra spéculatifs, je vous dis, et c'est vraiment là, c'est acheter un support, alors que le couteau est en train de tomber, mais ça reste acheter un support. Donc ce sera très risqué, parce que forcément, si on accélère sous le niveau, il n'y aura plus personne pour acheter, ça va être stop loss après stop loss, et il y aura forcément le mien dans le lot, mais je pense que vendre, c'est pas le contexte. Voilà, il ne me semble pas que ce soit vendeur, ultra vendeur. Maintenant, voilà, je ne comprends pas non plus pourquoi on a baissé aussi fort, mais en attendant, essayer de comprendre le marché, ce n'est pas franchement l'objectif. Alors hop. Voilà. Mais je pense que ce canal-là, il faut que vous l'ayez graphiquement, on voit bien que le marché l'a pricé. Je pense que ça, c'est soit un excès, c'est-à-dire un piège qui va former le bottom et on va réintégrer et du coup sortir le canal par le haut.
soit c'est vraiment une accélération baissière, et dans ce cas-là, je vous conseille d'éviter d'acheter. Mais je pense que voilà, l'objectif ici, c'est plutôt d'essayer de trouver un achat, pour ma part, proche de ce support-là, hein, donc proche de cette zone-là, avec peut-être la possibilité d'aller essayer de chasser un peu en dessous, histoire d'emmerder le monde, hein, parce que dans un flat, on doit juste s'arrêter à proximité de, hein, mais pas nécessairement à. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. On va travailler proche du bottom, mais on peut très bien aller légèrement en dessous. Voilà. Normalement, je vais même vous donner des chiffres. Voilà, on va le faire avec des niveaux Fibo, comme ça, vous verrez, et je vous donne toutes mes astuces. Celle-là, je crois que je vous l'ai déjà donné, mais on va le refaire. On va se mettre en 2 heures, parce que c'est plus facile de placer les Fibo. Voilà, donc, on va mettre ça. Il y a 2 types de Fibo à mettre. Alors, en fait, il n'y en a qu'un seul, mais on va mettre les 2 presets dessus. Voilà, hop, je vais juste bien ancrer. Parce qu'il faut être précis. Hop, fac. Voilà. Donc, ok, top, bottom, tous les retracements ici, on s'en branle. En fait, ce qu'on veut, c'est la correction étendue. Et il y a le retracement 105% que vous pouvez ajouter. Alors, il ne dit pas grand-chose, hein, le 105, mais c'est 1.05 en fait. Voilà. Ok. Voilà, c'est-à-dire que normalement, si on forme le bottom sous le bottom précédent, on ne va pas plus loin que 105%. Pour ce qu'on appelle un flat-flat, hein, c'est-à-dire le flat-flat, il peut venir chercher ça, échouer ici, il peut très bien essayer d'aller casser le bottom, mais généralement, il a du mal à étendre au-delà de 105% de retracement de la vague là. En gros, il arrive à étendre 5% de plus de la phase corrective et il ne va généralement pas plus loin. Si on installe des clôtures, en gros, là, sous 11 000, c'est qu'on va plutôt se diriger vers cette zone-là, qui est la zone de correction étendue. Ok ? Donc c'est la petite astuce que je vous donne, et je vais d'ailleurs changer mon preset, comme ça. Voilà, 1, 0, 0, 49. Non, c'est pas ça. Merde, c'est 51 du coup. Et pas ça non plus, putain. Pause. Hop, voilà. Donc, on sauvegarde. Extended Corrective Wave. Voilà. Hein, donc, il faudra d'abord déborder ce niveau de 105. Donc, moi, aujourd'hui, je vais essayer de travailler ça. Donc, la zone entre le bottom, on va dire tout ça, hein, voilà, la zone de support, là où on n'a pas réussi à tenir les clôtures. Voilà, je dirais tout ça. Cette zone-là, et maxi 105, ce sera une zone pour rechercher des petits achats intraday très 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 timides, d'accord, vraiment des achats assez dangereux. Et on va voir donc ça en 15 minutes. Et si cette zone-là passe pas, c'est carrément, je laisserai tomber le couteau jusque là, où j'essaierai d'acheter donc un extended flat, c'est-à-dire cassure du support, poursuite jusqu'à 127, 138. Donc pour moi ce matin, c'est soit 11 000 maxi en achat et par là où on est, soit je laisse chuter et tomber le couteau, c'est-à-dire Wall Street enfonce cet après-midi, défonce tous les supports, et dans ce cas-là, Daxou peut s'envoyer un moins 2,75 de plus. C'est-à-dire que par rapport à la clôture d'hier, ça ferait quand même un moins 4%. C'est pas impossible, hein, mais ça me paraît quand même peu probable. Donc je dirais quand même beaucoup de chances que ça s'arrête par là ce matin. En gros, on gap, ça fait peur à tout le monde, mais au final, ça passe pas et on se rassure, on vient clôturer le gap, on ouvre par là pour Wall Street et on voit si Wall Street enfonce ou si Wall Street rachète. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a le plus de chance. Voilà, de toute façon, là, il y a tous les signaux en 2 minutes pour acheter sur une divergence. Donc, pour revenir tester la résistance, je vais faire une pause, mais j'achète du DAX là tout de suite. Hein, voilà, donc c'est par rapport à la stratégie qui était mise en place hier, hein, qui était donc de dire où est-ce que je me suis fait base moi hier, je ne sais plus trop. Attends, ça a ouvert où hier? Voilà, là-haut. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc moi, j'ai essayé d'acheter, c'était où? Je ne me souviens plus. Je crois que c'était par là, un truc comme ça. Il faudrait que je regarde, je sais plus, je vous l'avais mis sur Twitter, j'ai acheté 300 je crois, voilà, 303. Voilà, moi j'avais payé là, ça a tenu un bon moment, hein, il me semble, voilà, c'est ça, voilà, moi j'avais acheté là, sécurisé là, j'ai racheté ici, j'ai été super chaud, je me suis dit, allez super, bas de canal, on va trouver des acheteurs ici, et boum, direct, on va aller chercher le contexte, raté, bam, chassé immédiatement à break-even, du coup, hein, j'ai réinvesti mon risque, et bah du coup, je me suis fait niquer. Donc bah, sans perte, hein, voilà. Mais donc hier ça a été stoppé et j'ai dit ok, je rachète pas en fin de journée, ça m'intéresse pas, et je rachète donc ce matin. Achat, objectif, clôture des gaps.
enfin, ou clôture partielle des gaps, on va dire en tout cas, mais aller rechercher déjà la divergence dans un premier temps. Donc ça fait achat TP, et on voit si on arrive à activer la divergence. Dans ce cas-là, en général, on reporte l'amplitude de la divergence, c'est-à-dire, hop, vous dites tac, tac. Si on arrive à passer, on va passer jusque-là, donc clôture du gap. Hein. C'est vraiment, on essaie de tester la divergence, on revient chercher la résistance. Si ça rechute et qu'on va plus bas, ben on s'enfoncera chercher les 105. Si ça rechute pas et qu'on arrive à casser la résistance, ce sera probablement une clôture du gap. Et puis on mourra ici, je pense, dans ce cas-là, en fin de matinée. Tant qu'il y a ce gap ouvert, le risque est très fort. La taille des positions ici doit rester très très faible parce que face à l'incertitude. Il y a des signaux intéressants, c'est-à-dire qu'acheter le TP ce matin, c'était quand même agressif direct à l'ouverture, surtout qu'on n'était pas sur une zone de prix intéressante. Là, je pense qu'on y arrive et que la divergence me conforte un peu plus sur des achats. Voilà. Tout simplement parce qu'une structure divergente, c'est mieux. Ça montre qu'il y a déjà eu un excès. Ça n'empêche pas le marché de continuer à faire des excès. Si on est en tendance baissière, là, le marché va juste vous faire ça. Tu vois, c'est hop, hop, hop. Et je vais te recte toute la journée et éventuellement, on remontera derrière. Donc, il faut vraiment faire attention. Cette possibilité-là, elle n'est pas à supprimer. Moi, clairement, c'est stop loss par là ce matin. Hein. Je ne jouerai pas jusqu'à la poursuite plus bas. Si ça doit s'arrêter, pour moi ici c'est game over. Hein, voilà. Donc ça fait pas non plus, ça fait quand même 100 points de stop hein, sur le DAX, c'est pas rien. Donc la taille de position doit rester relativement faible pour ma part. Mais ici on est bien à proximité d'une zone qui est pas inintéressante pour ma part. Après je vois que le momentum est déjà plus trop ok là, hein, et même déjà carrément suracheté, alors qu'on n'a même pas venu chercher cette zone de prix. Donc vraiment prudence, hein, ce marché a extrêmement de mal à trouver un flux acheteur, j'ai l'impression. Je vais vraiment zoomer parce que là c'est important. Voilà, ok. Hein, donc on va voir. Si cette zone-là casse, là, si les petits supports-là cassent, c'est moins bon signe. Si on vient juste se reposer dessus pour pousser jusqu'à cette zone-là, c'est très bien. Donc voilà, moi je dirais 2 objectifs, je vais mettre mes alertes. Donc arriver ici, c'est sécurisation du trade. Là, c'est stop break-even. Et alors je vais mettre des niveaux, ouais, j'aime pas en fait, parce que c'est vrai que visuellement, pour vous comme pour moi, ces alertes-là, je les aime pas, parce qu'elles font pas bien le job, je trouve. Voilà, alors que ces alertes-là, on les voit très bien, on peut les déplacer beaucoup plus facilement. Donc ça, pour moi, c'est stop break-even. Merde, voilà, ce sera break-even ici. Ok, et on va en mettre une deuxième qui m'intéresse. Dès qu'on arrive ici au niveau de la résistance, eh bien, dès qu'on arrive au niveau de la résistance, pour du coup, non mais je veux pas de SMS. Hop. Oh putain. Voilà. Et donc celle-là, ce sera une gestion du risque. Je ne vais pas payer mon stop, mais je vais... Donc, comme je vais mettre un break-even ici, je vais juste mettre une première gestion du risque. C'est-à-dire que là, arrivé à ce stade-là, je placerai le stop éventuellement sous le bottom. Donc un petit stop. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une gestion du risque, mais je ne trouve pas de... On va mettre ça, voilà. Hop, donc ici, première arrivée sous résistance. Pour moi, ce sera validation de la divergence, activation de la divergence, c'est-à-dire placer son stop sous cette divergence, c'est-à-dire que l'excès sera là. Maintenant, si le marché fait un nouvel excès, je ne veux pas être dedans et je préfère reprendre un achat plus bas. C'est-à-dire, vous voyez, si l'objectif c'est on vient là et qu'ici ça n'active pas et qu'on rebaisse, d'accord, dans ce cas-là, je préfère sortir là et racheter par là. Racheter vers les 11 000, et si 11 000, il n'y a pas de signaux, laissez tomber le couteau. Hein, voilà. Pour l'instant, je dirais, c'est par là que je mettrai un stop. Et pour l'instant, je ne mets pas de stop au marché, en fait. Il faut bien que vous compreniez ça, en fait. Moi, je ne mets pas de stop au marché en spéculation. Je ne veux pas dire au market maker où est-ce qu'il peut aller me chasser. Hein. C'est aussi con que ça, et je préfère ne pas donner une information. Surtout que je vous dis, c'est pas conspirationniste comme truc. C'est pas un mec qui est derrière un ordi et qui regarde où vous mettez vos stop loss pour vous chasser. C'est juste que vous donnez une information à un robot. Et forcément, bah, lui, il va pas mettre à profit votre stop loss spécifiquement. C'est pas targeté contre vous l'action. Mais si tout le monde a tendance à faire la même chose, ce qui est le cas, ça a été prouvé depuis des années, bah, s'il y a beaucoup de stop loss dans la même zone et que le market maker le voit, bah, c'est un intérêt, c'est une demande de liquidité pour lui, donc il va essayer de pousser les prix vers cette zone-là. Moi, je préfère
préfère ne pas donner mon stop loss dans une zone spéculative pour éviter de donner une information. Mais je sais très bien qu'en faisant ça, de toute façon, il y en a plein d'autres qui mettent le stop loss. Et voilà. Donc, moi, je préfère ne pas le donner, ne pas le montrer. Après, je ne suis pas débile. Ici, je vais mettre une alerte. Hein, voilà. Si on arrive ici, je me fous la malle. Hein. Mais je vais même déjà mettre une première alerte. Voilà, une première alerte invalidation qui sera par là. Si on revient chercher le bottom, c'est pas très bon signe. Voilà, donc mon marché est capé, j'ai tous mes niveaux, ok, pour l'instant ça se reprend, c'est pas mal. Donc l'objectif c'est bien d'arriver là, gérer son risque. Ceux qui flippent, bah, vous encaissez le gain. Ou voilà, enfin, ceux qui veulent jouer très très court terme, il y a une gestion du risque à faire par là, c'est clair. Voilà. Allez, je vous ai donné ma carte ce matin, enfin, ma carte de travail. Donc je pense qu'il faut clairement se limiter par là sur la session européenne, pas chercher à voir plus que la clôture du gap. Tout simplement parce que je pense qu'on va juste faire un petit pullback maxi sur le canal des précédents jours. Et ici, on va laisser Wall Street décider cet après-midi. Est-ce qu'il nous enfonce le clou et il casse les supports des indices US? Ou bien est-ce que ça tient? Et entre guillemets, dans ce cas-là, on continue la musique comme précédemment. Je vais noter ce petit canal au dernier moment, même si voilà, il n'a pas réelle importance. Donc, voyez, on le travaille là, on est sur la partie haute. Donc, si ça relançait à la baisse ici, il faudra faire attention. Voilà. Mais ce n'est pas non plus très mauvais signe. Hein, voilà. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de divergence en fait. Hein. Quand on construit un canal comme ça, là, vous vous rappelez, vous voyez, la danse du crabe. Quand vous avez ce genre de marché-là, donc typique le marché du market maker, hein, le canal, 45 degrés, des vagues, hausse, baisse, donc marché piloté, c'est-à-dire que le market maker voudra aller à un endroit et il fera tout ce qu'il faut pour y aller. Et tout simplement, quand vous avez ça, malheureusement, vous allez avoir des divergences à foison. Hein, regardez, on va prendre l'exemple du Bitcoin, ça va vous rafraîchir la mémoire. Voilà, quand vous avez ce genre de truc là, c'est l'enfer. Parce que regardez, ça fait... Alors là encore, je suis assez surpris. Mais là, si on va... Bon, peut-être pas en... Allez, on va aller en 5 minutes. C'est un time frame que je prends pas trop, mais c'est... non, pas 5 months. Voilà. C'est simplement parce qu'en 5 minutes, je pense que voilà, vous verrez ce que je veux vous montrer. Voilà. Non, je suis encore surpris. Mais normalement, vous verrez des divergences partout, quoi. C'est le truc, ça va vous rendre fou. Vous allez voir de la divergence tout le temps et vous allez vous dire, du coup, faut acheter. Voilà, par exemple, là, bam, première divergence. Bon, là, c'est un TP qui se déclenche, mais divergence, vous dites, chouette, j'achète. Deuxième divergence, j'achète. Bah non, c'est encore divergent. Alors là, c'est plus divergent, là non plus. Mais voilà, le problème de ces canaux-là, de ce pilotage baissier, c'est ça. C'est que en fait, chaque creux va être divergent avec le précédent et ça va vous rendre fou si vous payez des divergences. Vous allez vous faire démonter niveau après niveau. Et il ne faut surtout pas en fait essayer de lutter contre ces trucs-là parce que c'est pas, en fait, vous n'avez pas de... L'espérance de gain n'est pas positive. Parce que je vous dis, vous travaillez contre plus fort que vous. Et le mec qui est en face, le robot qui est en face, quoi qu'il arrive, il fera des gains. Et donc, il faut bien qu'il y ait des mecs qui perdent pour qu'ils fassent des gains. Et malheureusement, vous avez plus de chances de faire partie des perdants dans ces stratégies-là. Moi compris, hein, je sais très bien que même avec de l'expérience, contre un market maker, je ne fais pas le poids. Voilà. On a tout dit, je prends vos questions. Alors, single print daily, oui, ça existe. Une TPO, c'est en 30 minutes, totalement, mais tu as ce qu'on appelle... En fait, la single print, elle veut dire quelque chose. Elle veut simplement dire ça, mais tu peux avoir une single print daily. Ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que... moi, je n'aime pas, si tu veux, alors, on va reprendre. Tu as raison. Voilà. Donc, première chose, tu as raison. Deuxième chose, je m'en branle. C'est-à-dire que moi, je ne traite pas par rapport à ce que les autres font. Tu vois ce que je veux dire? Je m'inspire du travail des autres, je prends ce que je veux et j'en fais ce que je veux. Moi, j'utilise la single print sur tous les time frames qui font du sens. Je ne vais pas faire une single print 5 minutes, tu vois. Mais effectivement, normalement, un TPO, c'est 30 minutes. Mais par contre, tu peux très bien faire un TPO mensuel avec des bougies daily. Et dans ce cas-là, tu as ce qu'on appelle des single print daily. Et pour moi, ça a autant d'importance, si tu veux, qu'en 30 minutes. Voilà. Mais voilà, tu le fais comme tu veux. Mais moi, ces zones-là, si tu veux, comment t'expliquer? En fait, c'est que ces zones d'accélération comme ça, alors ça s'appelle pas une single print, mais pour moi, c'est la single print, le terme technique le plus proche de ce truc-là. Donc effectivement, je fais une petite parallèle qui n'est pas toutes les single print ne sont pas nécessairement des LVN. Non, mais alors par contre, oui, effectivement. Mais normalement, si. C'est-à-dire que toutes les single print sont normalement dans des zones de cassure. Alors après, oui,
Tu joues un peu sur les mots, mon petit cocu. Mais j'aime bien, ça veut dire qu'effectivement, tu connais ton sujet et c'est déjà une bonne chose. Rassure-toi, je connais aussi très bien mon sujet, mais le truc, c'est que moi, j'aime pas ces trucs formatés. Où en gros, quand tu utilises le market profile et machin, ça doit se fonctionner comme ça ne peut être que ça. Non, voilà, moi je pense qu'il faut prendre les cadres, faut prendre les grandes, les cours magistraux entre guillemets de market profile et volume profile, et après tu t'appropries la chose. Moi c'est ça que j'essaie de vous apprendre à faire, de pas bêtement absorber ce que quelqu'un vous donne et l'appliquer, mais de l'absorber, de l'interpréter à votre façon, de chercher éventuellement vos propres patterns et d'appliquer ces patterns-là. Je vous rappelle que la vue technique, donc la partie cadre technique, donc tout ce qui est pareil, le volume profile, market profile, ce sont des cadres techniques. Ça ne sert qu'à une chose, vous aider à projeter votre esprit. C'est en aucun cas ce qui explique les mouvements de marché, puisque je vous rappelle, c'est la théorie du chaos, et plus vous essaierez de comprendre le marché, plus vous vous casserez les dents. Donc le but n'est pas de comprendre les mouvements de marché, mais de dire, bon, là effectivement, il y a un petit quelque chose qui n'est pas dégueu, et ça permet de se projeter et de supprimer surtout 80% des prix qui sont inutiles. Voilà la seule utilité des cadres techniques, et je pense qu'il est toujours essentiel de revenir à ça. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise information technique, il n'y a qu'une information technique, tant qu'elle est utilisée à bon escient, elle a autant de qualité que n'importe laquelle d'autre. Dieu sait que je déteste Ishimoku, mais en soi, le market profile, c'est aussi utile qu'Ishimoku si vous l'utilisez dans le bon cadre, c'est-à-dire pas pour chercher des signaux de trading, mais pour trouver des zones de prix qui font du sens. Voilà. Pourquoi tu es passé au swing? L'intraday correspond mieux aux psychos plus agressives. C'est un peu aller à l'encontre de sa nature. Je suis totalement d'accord avec toi, mon cher Swan City. Mais d'une part, je suis un autodidacte, c'est-à-dire que un autodidacte a besoin de se nourrir le cerveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, quelque chose que je maîtrise, ça me fait chier. Et j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc, si tu veux, l'intraday, je sais faire. Le scalping, je sais faire. Le swing, je ne savais pas faire. Et je mourrais que d'envie de savoir le faire. Aujourd'hui, c'est fait. En tout cas, c'est en phase de finalisation. Voilà, aujourd'hui, j'apprends plus grand-chose en swing et je commence à maîtriser plutôt bien mon sujet. Mais voilà, de toute façon, il y avait aussi une autre explication, c'est tout simplement que c'était un projet que j'avais déjà depuis plusieurs années, en fait, depuis que mon bébé est arrivé, et que, en tout cas, que je savais qu'il allait arriver. Je préférais, si tu veux, sachant que ça allait être un peu plus dur à gérer, de trouver du temps pour le trading, tout ça, je m'étais dit, voilà, ce sera peut-être plus intelligent de réduire le temps de ton travail. C'est-à-dire qu'en intraday, certes, on travaille peu, mais on doit rester à proximité de l'écran. En swing, rien à foutre. Pardon. En swing, tu fais vraiment... voilà, honnêtement, là, si je fais que du swing, je peux très bien venir le matin, faire mon analyse, trader une demi-heure, placer mes alertes et me barrer, faire autre chose toute la journée. Voilà. Ce qui est quand même un confort que je trouve assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur timing pour faire du swing en ce moment. Hein. Mais voilà, je pense, c'est surtout que j'aime bien faire tout. Voilà, j'aime bien être capable de tout faire. Donc j'avais envie de faire du swing. Mais rassure-toi, dans les prochains trimestres, et j'avais déjà été clair là-dessus, on fera plus d'intraday que du swing parce que ça va être le putain de merdier en swing dans les prochains trimestres. Alors, regardez Lumens. Alors, j'aime pas. Voilà, non, j'aime vraiment pas. Mais vraiment, vraiment pas ces trucs-là. Donc, c'est peut-être con, parce qu'encore une fois, je n'y comprends rien du tout, moi. Alors, je sais pas, j'y comprends rien, mais on va dire, ma connaissance du milieu crypto, elle se limite franchement à pas grand-chose. Et j'ai peut-être tort en fait de me positionner Bitcoin, Ethereum, Ripple, mais j'ai peut-être tort, mais je m'en fous. Voilà. Vraiment, j'ai pas envie d'accorder plus d'importance que ça à ce marché-là. Je sais que pour vous, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Et j'essaie d'en parler beaucoup dans les émissions parce que je vois très bien la demande que vous avez en face et j'essaie de m'adapter à ce que vous recherchez. Mais voilà, soyez conscient que c'est pas parce que je passe 25 minutes à faire une intro sur les cryptos que ça a beaucoup d'importance dans mon portefeuille. C'est vraiment que dalle, que chi pour moi les cryptos. Si ça meurt, je m'en fous, mais complet. Voilà. Résiste assez bien. Ouais, mais je pense qu'honnêtement, le marché crypto est en crise et je préfère attendre soit de voir la panique pour éventuellement justement en fait acheter les erreurs d'autres traders, puisque c'est probablement qu'il y aura des bons prix quand ils seront dehors. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut simplement rester à l'écart, regarder, être patient et attendre le mouvement de panique, si mouvement de panique il y a.
Alors, comment peut-on réaliser le backtest d'une stratégie sur TradingView? Alors, c'est plus compliqué, mais on peut le faire. Après, voilà, on va y revenir. Donc, ce truc-là, je vous ai dit, je ne le donnerai jamais parce que pour moi, c'est comme vous fournir la bombe atomique, parce que je sais comment vous allez l'utiliser. Mais théoriquement, moi, c'est ça qui me sert à backtester, en fait. Voilà. Là, ça me donne toutes les zones où les indicateurs ont donné des signaux. Voilà. Mais d'ailleurs, là, tu vois qu'on n'est pas dans un marché technique. Hein. Toutes les zones où ça te donne des signaux d'achat, le marché ne réagit absolument pas, ou très peu, tu vois, c'est-à-dire ça consolide, et voilà. Donc, faire très attention à tout ça. Hein. Une vision technique du marché fonctionne que quand le marché est technique. Un marché market maker, c'est pas un marché technique. Hein. Voilà. Pour en revenir à ça. Mais bon, voilà, moi, ça me sert à ça. Et je veux surtout voilà, éviter que vous fassiez ce biais rapide de dire bah, du coup je fais plus rien et je trade automatique avec l'algo de fil, c'est hors de question. Voilà, moi je veux que vous travaillez, que vous ayez une démarche quand même de recherche de vos trades, une démarche d'apprentissage. Donc oui, je peux le faire aujourd'hui, de coder ça. Et encore, c'est clairement pas tous les indicateurs, hein, parce que là j'ai pas la version sine wave chartiste là-dedans, c'est pas possible de toute façon. Donc j'ai mis que cet algo là en fait, ce petit algo à la con qui remplace pas sine wave. Hein, voilà. Donc cet algo là, c'est pas l'algo de ma stratégie, c'est juste l'algo qui m'a permis d'optimiser un peu la nouvelle version de Momentum. D'ailleurs, je vous les mets cet après-midi, c'est promis. Hein, cette fois, il n'y aura pas de nouveau décalage. Enfin, mis à part s'il y a un cataclysme encore cet après-midi et quelque chose d'imprévu qui me tombe sur la gueule. Mais normalement, cet après-midi, on s'en charge. Voilà. Mais sinon, comment on peut réaliser le backtest? Après, j'en sais rien, parce que moi, là, c'est pas une stratégie que j'ai mis, c'est juste un truc qui met des triangles en fonction de 1 ou 2 ou 3 indicateurs qui signalent. Je vais expliquer que quand le bas du canal de cadre technique se trouve au-dessus du canal, c'est qu'il y a tendance. Non, alors c'est pas qu'il y a forcément tendance, mais quand ton canal ici, effectivement, ton cadre technique va s'installer durablement en dessous de la médiane du majeur, c'est normalement un signe de tendance. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que ça suffit pas. Venir ici, ça ne veut pas dire qu'il y a tendance baissière. Mais quand normalement, tu vas avoir un canal baissier majeur et un petit mineur qui colle et qui reste maintenu sous les 50, c'est plutôt un signe de tendance. Voilà, bah, en fait, le SPX, quoi, hein, bah, tu prends un S&P 500 daily, là, tu l'as effectivement le coup du canal de tendance qui se scotche. Tu vois ce que je veux dire là? Bam! Scotché comme ça c'est clairement un signe de tendance, quoi. Là, tu te dis effectivement tendanciel. Mais là, on avait tiré vraiment too much. La tendance de l'année dernière, c'était n'importe quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même en plein QE, QE1, QE2 des États-Unis, on n'avait pas un truc aussi débile que l'année dernière. Alors, pour faire simple, soit ça monte, soit ça descend. Bon, bah écoute, t'es pas content, tu t'en vas. Hein. Possible, on s'en fout. T'es dégoûté. Ah bah, t'es rapidement dégoûté. Question d'ordre général. Comment la valeur du CHF peut-elle être régulée par la BNS? Ouf, alors, je ne comprends pas bien ta question. Il faut que tu me précises ta question dans la prochaine vidéo, s'il te plaît. Canada Goose, je n'ai pas... Alors, c'est juste pour partager. Mon courtier ne fait même pas d'action, mais je trouve que c'est intéressant de partager ici totalement. Alors Goose, par contre, si tu me dis qu'il n'y a pas assez d'historique, c'est que ça va être compliqué. Moi, il me faut de l'historique. Hein. Je calcule par rapport à beaucoup de... Enfin, il y a des utilisations de moyenne. Effectivement, si j'ai pas au moins 200 il faut... Ouais, bon, en hebdo, ça manque un peu. Ouais. Je vois pas de cycle. Le problème dans ce marché-là, c'est que j'ai vraiment pas de cycle. Donc en hebdo, déjà, je peux pas faire d'analyse. En daily, ouais. Je dirais plutôt recherche de vente, mais effectivement tout doux. C'est-à-dire que là, comme il y a des gaps, tu ne peux pas jouer la divergence. Donc là, moi, je dirais attendre que le marché revienne chercher ce truc-là. Là, hop. Donc face à un petit rebond, à une petite poussée, et après, je prendrai une vente. Tu vois, sur un truc comme ça, tu attends que ça revienne chercher le petit canal. Là, hop, tu pousses un petit coup, et après, effectivement, je voudrais bien une petite vente pour installer le range, tout simplement. Tu vois que là, le marché, il a l'air de rejeter cette zone. Donc, il va falloir, je pense, travailler la zone de prix 40, 70 pendant un moment.
plus lointain. Ça tente l'accélération par le gap, on le clôture intégralement. Je pense que là, on tente l'excès, typiquement du running flat. Donc, je dirais là, l'objectif graphique que moi je viserais serait plutôt ça, à 127. Voilà, tu vois, viser un atterrissage dans la zone 127-138, chercher un signal vendeur là-dedans. Et effectivement, là, essayer de shorter tranquillement tout ça. Ça me semblerait être le bon choix. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Moi, dans la structure de prix que je vois, c'est plutôt ça que j'essaierai de mettre à profit. Maintenant, si ça ne se produit pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chances de se passer d'ailleurs, ça ne m'intéressera pas. Voilà. Ou en tout cas, il me faudra de nouvelles informations pour réajuster mon cadre technique. Mais pour l'instant, moi, je bloque à ce niveau-là. Je ne recherche pas les signaux dans la zone de prix actuelle, mais un petit peu plus haut, sur des prix plus attractifs. Alors, comment tu fais pour TradingView car il ne charge plus les graphiques chez moi, ça charge en permanence. Aïe, je sais pas. Mais après, il commence à déconner grave, ce TradingView. Je pense qu'ils sont en train de faire... ils sont en train de faire un peu les raccros sur les serveurs. Et voilà. Moi, je l'ai vu aussi. Ça fait une semaine qu'il y a des ralentissements assez significatifs chez TradingView. Et je trouve ça assez chiant. Bon, de toute façon, moi, j'ai toujours prévu d'aller porter les indicateurs sur PRT. De toute façon, moi, je peux y aller sur cette plateforme GIG depuis des années. Donc voilà, c'est juste que je préfère TradingView parce qu'il y a plus d'actifs. Mais en l'état actuel, voilà, si jamais IG n'arrive jamais, c'est TradingView et que c'était que du bullshit commercial, au bout d'un moment, oui, effectivement, je vais switcher sur PRT. Parce que si ça continue de se dégrader comme ça, TradingView, c'est un très bon outil. Mais si la pente est glissante, malheureusement, voilà, au bout d'un moment, je vais revenir à la valeur sûre qui est PRT, quoi. Je pense qu'il y a un énorme potentiel en fait dans TradingView. C'est pour ça que j'adore cette plateforme parce que la base qu'ils ont construite est tellement solide que ce qu'ils peuvent construire par-dessus est énorme. Mais la grande question, c'est vont-ils le faire? S'ils ne le font pas, au bout d'un moment, je suis désolé, la concurrence avance en même temps. S'ils ne sont pas foutus d'avancer plus vite que la concurrence en ayant une base, pour moi, plus solide, c'est malheureusement con pour eux. Mais s'ils préfèrent continuer à faire du marketing au lieu de faire des améliorations de la plateforme, ils vont finalement se faire doubler par la concurrence. Et moi, de toute façon, j'irai toujours utiliser la meilleure plateforme. Si TradingView n'est plus la meilleure plateforme dans un an, j'irai sur une autre plateforme. C'est pas compliqué. La plateforme ne fait pas la différence. C'est pas ça qui fera de vous un bon trader. Une bonne plateforme, c'est nécessaire, mais il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors, ok. Vu qu'au moins ça bouge, même si c'est pas dans le sens qu'on voulait. On ne savait pas dans quel sens ça partirait malheureusement, et c'est pour cette raison-là que la seule gestion du risque autorisée dans ce cadre-là, c'était buy and hold. Voilà, mais vraiment, Bitcoin à 50K, ouais, soit, on s'en fout. Ah merde, mais j'ai pas trié. Ah oui, j'ai pas trié. Bon, c'est pas grave, on va finir comme ça. Tu as répondu par rapport à et Ubisoft, mais comme elle était mal posée, tu n'as pas répondu à celle que je voulais. Alors, tu disais qu'il ne faut plus shorter Nvidia, et cela, je n'en doutais pas une seconde, ça c'est clair, mais il y a quelques jours d'ici, tu disais qu'il fallait prendre une bonne part de ses gains sur Ubisoft en évoquant trivialement parallèle avec Nvidia. Oui, ok, effectivement. Alors, ma question est, est-ce judicieux de prendre une bonne part de tous ces gains en rachetant sur Ubisoft alors qu'Nvidia vient de chuter de plus de 15%? Oui, Nvidia est en train de chasser les vendeurs, c'est-à-dire de proposer des prix beaucoup, beaucoup plus attractifs. Le problème, c'est qu'à terme, ça va trouver carrément des acheteurs de long terme, et ça, c'est un peu plus gênant. Donc, dead cat bounce, en fait, tout simplement. Ça ne va pas baisser ad vitam aeternam. D'ailleurs, on va en reparler d'Nvidia rapidos, là, puisque là, tu me poses la question. Voilà, pour moi, franchement... Alors, par contre, je vous ai dit, hier, je recherche des achats sur Nvidia. J'ai les 3 indicateurs. Par contre, je ne m'amuse pas à acheter une action qui clôture en bas avec moins 12%. Donc, hier soir, évidemment, je n'ai pas appuyé sur les boutons. Voilà, la question, moi, je n'achète pas ça. Donc, peut-être aujourd'hui un petit excès, ou pire, aujourd'hui, on remonte et on fait, dans ce cas-là, un rami ou une structure de reprise. Mais voilà, moi, j'ai le signal, mais je n'achète pas juste comme ça, à l'aveugle, n'importe où. Surtout quand on arrive sur un support dans une tendance baissière, puisqu'on a généralement une fâcheuse tendance à démonter ces supports juste pour aller chasser la liquidité qui se trouve dessous. Donc je dirais plutôt peut-être là, vu l'agressivité du mouvement vendeur, peut-être essayer un truc après avoir cassé les 141. C'est-à-dire une fois que 141 est cassé, en intraday, chercher une structure d'essoufflement vendeur et essayer d'acheter ça éventuellement. Mais alors avec un levier extrêmement faible,
Et c'est un peu ce type de structure-là que je recherche, c'est-à-dire un marché qui va, boum, brutalement revenir chercher une résistance. Et tu vois, en fait, ici, faire bam, bam, et on revient immédiatement chercher du 23%. Tu prends un joli gain, ici tu sécurises le trade, et j'essaie de garder pour un retracement un peu dead cat bounce. Peut-être un maxi returné à 218, mais j'imagine pas qu'on ira, je ne vois pas aller bien plus loin que ça sur Nvidia. Hein. Et donc là, voilà, je dirais peut-être aujourd'hui, tu vois, je vais me mettre une alerte là, hop, hop, on va se la mettre ici. Voilà, il faut venir chercher la zone de cassure, 140,80. Voilà. Hop. Celle-là, oui, je me la mets en SMS, parce que elle, si ça arrive ce soir et que je ne suis pas devant les écrans, je veux quand même le prendre depuis le téléphone. Nvidia, cassure, support, rechercher, achat, intraday. Voilà. Allez, question suivante. Est-ce que CHK a les mêmes propriétés que General Electric? Alors, probablement, si les structures sont les mêmes. Je vais passer un peu, parce que là, on est déjà à 1h10. Mais si elle a la même structure que General Electric, bah, c'est la même chose. Hein, voilà, tu fais buy and hold, et puis tu patientes, tu attends que les vendeurs aient terminé leur merdier. Par période, par action. C'est-à-dire, pour éviter un crash général des actions tech des US, d'un coup, faire un petit à petit, action par action. Il y a quelques temps, on a eu Tesla en premier, Facebook. Oui, c'est pas impossible. C'est-à-dire, pour éviter que l'indice se démonte tout d'un coup, on essaie de les taper l'une après l'autre et de jouer un peu les pondérations pour éviter que tout le monde se fasse niquer d'un coup. Mais c'est pas impossible, hein, voilà, c'est clairement pas impossible, mais c'est typiquement le genre de truc que peut faire un pilotage algorithmique. Hein, voilà. Ubisoft, alors Ubisoft, ils ont fait quoi du coup ? Ok, bon bah voilà, moi c'est la même chose, là je pense qu'on constitue un petit range, on peut espérer commencer à chercher du retracement, mais là c'est pareil, voilà, là, pour moi la zone à acheter ici c'est cassure de cette zone là, donc attendre 61, 30, peut-être le Fibo en dessous là, voilà, un truc comme ça. Ici ça me paraît dangereux d'acheter, en tout cas s'il y a des rebonds ici, je pense qu'ils seront de courte durée. Et probablement dû à Nvidia. Voilà. Donc on va voir, hein, mais voilà. En fait, Nvidia, pourquoi ça a chuté l'autre jour? C'est parce qu'il y a des publications de résultats. Donc Ubisoft a chuté en même temps que la publication des résultats d'Ubisoft, mais ils ont déjà été publiés les résultats d'Ubisoft. Donc voilà, il ne faut pas non plus. Il y a bien, on voit bien le lien de cause à effet Ubisoft-Nvidia, ça c'est clair. On le voit bien sur les prix. Maintenant, attention, voilà. Mais je pense qu'on arrive sur des zones où Nvidia, ça va commencer quand même, à bout d'un moment, à trouver un plancher, quoi. Ok, donc ça c'est bon, je pense qu'on a fini. Ok, ça on avait déjà répondu. Donc merci pour vos questions. Je vous dis à demain. Et donc soyez sages. Demain on fera donc l'émission éducative. Hein. Donc théoriquement en fait aujourd'hui je vous pose les indicateurs, je vous fais les mises à jour. J'essaierai peut-être de faire une ou deux vidéos cet après-midi pour bien remettre tout sur place. Demain matin on fait une émission application de ces indicateurs. Donc demain matin c'est en gros application de la stratégie avec les nouvelles versions des indicateurs en mode tutoriel et compagnie. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à les poser, on traitera tout ça. Ouf, AUDNZD, ça doit chuter encore fort. On est sous le support, nous y voilà. Alors, ok. Donc l'AUDNZD à surveiller, lui, en intraday. Hein, vraiment comme l'huile sur le feu. Quels sont les volumes? Ok, bon, c'est plutôt anémique. À surveiller. Hein, mais ça a vraiment du mal, là. Et puis passer sous le support de l'AUDNZD, ça me plaît pas vraiment. Mais... donc on va essayer de voir peut-être rapidos qui des deux est responsable. Ok. Donc là UD est bien sous résistance. Je vois pas le délire. C'est NZD du coup qui fout le bordel ou quoi? Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Bon, donc c'est toujours la même dynamique. Hein. En gros, le NZD unstoppable, mais il est sur des targets, donc je pense qu'il va pas tarder à se prendre une cartouchasse. Donc ça me semble pas plus inquiétant que ça, ce que je vois ce matin sur AUDNZD. Voilà.
L'AUD qui traîne vraiment la patte, le NZD qui a pris toute l'avance possible, mais je pense le NZD qui va attendre l'AUD ici et l'AUD qui va performer dans les prochains jours, je pense, me semble être toujours la stratégie à privilégier. Je vais revérifier l'AUD USD. Voilà, c'est exactement ça. Ici, le piercing line, enfin la piercing line, la débordement du FIBO. C'est-à-dire que l'AUD est déjà là, le NZD est déjà là, l'AUD est toujours là. Donc là, il y a une marge de progression, je pense, en daily, de l'ordre de 2,5% sur l'AUD, dont ne pourra pas bénéficier le NZD, je pense. Donc, je pense qu'on a 2% à reprendre sur l'AUD NZD, 2% de reprise ici, ça fait là. Voilà, ça nous ramène dans le milieu du range. Et très clairement, ici, je pense qu'on aura déjà le sentiment de formation d'un bottom sur une zone technique claire et évidente. Et j'aimerais surtout que ce canal ne soit pas orienté à la baisse. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment qu'ici, hop, on bute là et qu'on reparte pour garder ce canal orienté à la hausse. Et là, on pourra évidemment réaliser des beaux breakouts aussi et des accélérations. Donc j'aimerais vraiment ici qu'on ne trouve pas un fort sentiment vendeur, mais juste en gros un petit piège à Kono. Et puis derrière, on se reprend assez vite. Je vais noter la zone de cassure parce qu'effectivement, j'aimerais qu'on n'aille pas sous cette zone-là. Voilà. J'aimerais qu'on ne bascule pas sous ce truc-là. Ce serait la traduction d'un marché qui manque clairement d'acheteurs et qui va chasser du stop. Et j'aimerais par contre beaucoup plus effectivement qu'on revienne chercher les zones résistantes. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser les algos. C'est cool parce que tant qu'à faire, autant faire ça. Hop, je vais créer une alerte sur Framework. Sur le scalp. Voilà, donc ces scalps, c'est les petits points là. Voilà. Donc en fait, pour retrouver un sentiment acheteur, je veux que l'AUD NZD là en 2 heures, boum, revienne taper la zone scalp. Donc montre en fait la formation de ce support. Quand il aura fait ça, je veux regarder jusqu'où il a baissé. S'il n'a pas réussi à péter les stops à 1,06, je pense qu'on pourra marquer un sentiment de bottom sans trop de peine. Voilà. Par contre, si on vient chercher sous les 1,06, ça commence à devenir problématique. Ça montre qu'on vient chasser des stops acheteurs. C'est pas très bon signe. C'est un signe de range en fait, ça, pas un signe de tendance. Et j'aimerais bien voir des premiers signaux de tendance s'installer sur ces supports, voir des soutiens acheteurs assez forts. Maintenant, si c'est pas le cas, c'est qu'on va rester toujours dans ces ranges super chiants de la UDNZD pour une durée un peu plus longue que prévu. Donc là, UDNZD 120. Validation du bottom. Voilà, chers amis. Bonne matinée à toutes et à tous et à demain.